l'info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. David Decamp pour le journal de 8h. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Le mot d'ordre tient en 2 mots, ça suffit. La France se mobilise ce soir contre l'antisémitisme. Des rassemblements sont prévus à 19h dans tout le pays. Et dans ce contexte, les premières escarmouches de la campagne des Européennes. Le parti présidentiel a une cible, une seule, le Rassemblement national. Les marcheurs ont sonné le début des hostilités. Enfin, à nouveau, une grande soirée de football à suivre en intégralité et en direct sur Europe 1. 8e de finale allée de la Ligue des Champions. L'Olympique lyonnais reçoit le Barça. Nous serons en ligne avec notre consultant maison Alain Roche. À 8h12, Vincent Herouette, le Brexit, le parti travailliste de Jérémy Corbyn est en train de se fissurer. À 8h15, l'interview d'Audrey Crespo-Mara qui reçoit aujourd'hui Marine Le Pen. Europe 1. Le sursaut républicain aura-t-il lieu? Nos concitoyens seront-ils nombreux ce soir à se lever pour marcher contre l'antisémitisme? C'est la question. La classe politique est mobilisée. Une vingtaine de partis appellent à manifester ce soir dans la plupart des villes de région. Et à Paris, cela se passera place de la République. Plus de la moitié du gouvernement défilera. Le Premier ministre Édouard Philippe en tête, mais pas le président de la République, Jean-Rémy Baudot. Nous ne sommes plus dans la même France que celle de l'affaire de Carpentras. Dans les couloirs de l'Élysée, ce proche conseiller du président balaye les injonctions de la gauche pour que le chef de l'État se joigne au cortège de ce soir, comme l'avait fait en son temps François Mitterrand. Pour le président, il faut plus qu'une présence à une manifestation, précise-t-il, expliquant qu'Emmanuel Macron est en train de peaufiner le discours qu'il prononcera demain soir devant le CRIF. Devant les institutions juives de France, le président parlera ainsi du climat actuel, fait savoir son entourage. Une apparition jugée moins partisane, plus institutionnelle, assumée par l'Élysée. Le chef de l'État qui laisse ainsi son Premier ministre et son gouvernement en première ligne, il ne s'est jamais publiquement rendu dans une marche contre l'antisémitisme depuis son élection. Ses proches rappellent néanmoins qu'il a directement appelé Alain Finkielkraut après son agression samedi et qu'il s'était personnellement déplacé pour assister à l'enterrement de Mireille Knoll, cet octogénaire rescapé de la Shoah, poignardé il y a près d'1 an à son domicile parisien. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Nous l'apprenons à l'instant. Le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Richard Ferrand, se rendent dans un geste symbolique au mémorial de la Shoah à Paris. L'ancien chef de l'État François Hollande sera présent ce soir place de la République, ainsi que son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, le président des Républicains Laurent Wauquiez, mais aussi Laurent Berger pour la CFDT et Philippe Martinez pour la CGT. Mais on ne peut toutefois pas parler d'union sacrée de la classe politique, David Decamp. Non, le Parti socialiste, à l'initiative de l'événement, n'ayant pas invité Marine Le Pen, elle a décidé d'organiser séparément avec le Rassemblement national son propre hommage. Elle expliquera sa position dans un instant avec Audrey Crespo-Mara. Arrêtons-nous maintenant sur les gilets jaunes. Depuis plusieurs samedis, les cortèges sont émaillés d'actes, de propos ou de graffitis antisémites. Parmi les protestataires, ils sont nombreux à ne pas supporter d'être associés à cette dérive. Écoutez Thierry-Paul Valette, l'une des figures du mouvement, il est candidat aux européennes. Il faut répondre présent ce soir. Et peu importe que ce soit l'appel des politiques, on s'en fout. On a tous été Charlie à un moment donné, on a tous été unis. Et on doit retrouver nos fondamentaux du tous vivre ensemble, peu importe nos religions, peu importe notre couleur de peau. Et c'est pour ça que les figures médiatiques du mouvement ont cette responsabilité d'être fermes pour dénoncer tous ces actes de violence qui appellent à la barbarie. Thierry-Paul Valette, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, au micro de Jean-Gabriel Bourgeois. Et nous avons appris hier que 2 adolescents ont été arrêtés à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Vendredi soir, ils ont tiré à la carabine à plomb devant la synagogue en blessant légèrement un homme au mollet. Le parquet de Pontoise a retenu la circonstance aggravante d'antisémitisme. On continue l'actualité avec justement le contexte des élections européenne qui est plutôt tendue. Oui, c'est le parti présidentiel qui ouvre les hostilités. Marine Le Pen est contre l'antisémitisme, mais elle a plein de néo-nazis dans son entourage. Déclaration de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'est pas la seule à cogner fort. C'est une stratégie assumée, polariser le débat entre La République en marche d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Adrien Beck. Oui, le ton monte, ce conseiller ministériel le reconnaît, entre la sortie d'Agnès Buzyn et celle du patron de La République En Marche, Stanislas Guerini, sur l'entourage néo-nazi de Marine Le Pen. Officiellement, ce n'est pas une stratégie, assure-t-on dans le parti présidentiel. Et pourtant, comme au PS autrefois, une cellule anti-RN a été créée la semaine dernière au sein du groupe, pilotée par 2 députés, notamment Françoise Dumas, élue du Gard.
Objectif, parler aux électeurs RN. Je crois qu'il ne faut pas avoir des jugements de valeur, il faut comprendre, ce ne sont pas que des idéologues, ce sont des personnes qui ont des craintes, qui s'expriment de cette manière-là. Et donc il va falloir leur répondre, peut-être avoir des réponses spécifiques de la part de l'État, plus adaptées pour essayer de les rassurer et répondre à leurs préoccupations. Car la majorité est sous pression, Marine Le Pen est celle qui a le mieux tiré parti des Gilets jaunes, s'alarme un poids lourd du groupe, qui demande d'aller combattre le RN sur le terrain rationnel, dénoncer leurs manquements, mais surtout éviter les petites phrases. Dire RN égale fasciste, prévient un cadre du parti, ça n'empêchera pas les gens de voter pour eux. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et puis il est très attendu, le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla sera dévoilé demain. C'est la conclusion de 7 mois de travaux sur les dysfonctionnements qui empoisonnent la présidence d'Emmanuel Macron. La suite du journal de David Doucan. L'Assemblée nationale se penche à partir d'aujourd'hui sur une réforme qui nous concerne tous, ou presque. Et oui, puisqu'il s'agit de permettre à nos concitoyens de changer de mutuelle beaucoup plus simplement. Cela permettrait de gagner en pouvoir d'achat en faisant jouer plus librement la concurrence. Les explications d'Olivier Samin. Si ce texte est adopté, une fois la première année passée, on pourra changer de complémentaire santé à tout moment, y compris en plein milieu d'année, sans aucun frais. Ce sera possible aussi pour les entreprises qui ont mis en place des contrats collectifs pour leurs salariés. L'employeur pourra rompre unilatéralement le contrat quand bon lui semble pour aller chercher une autre mutuelle, une autre institution de prévoyance ou un autre assureur. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron pour doper le pouvoir d'achat. Les députés En Marche expliquent qu'il faut accroître la concurrence entre les complémentaires santé qui drainent chaque année 36 milliards d'euros de cotisations et qui pratiquent des frais de gestion élevés. Les institutions de prévoyance et les mutuelles, mais aussi plusieurs syndicats de salariés, sont vent debout contre ce texte. Ils considèrent que ça ne fera pas baisser les cotisations. Au contraire, car, disent-ils, une course aux clients va s'engager avec à la clé une augmentation des frais de gestion. Et puis, autre inquiétude des adversaires de la réforme, que se passera-t-il pour les assurés qui ne déboursent rien à la pharmacie et chez certains autres professionnels de santé grâce à leur carte de tiers payant? Aujourd'hui, on a ces cartes pour 1 an. Pas sûr que l'intendance suive s'il faut les changer en cours d'année. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Vous nous l'aviez promis, David, encore une très grande soirée de football à suivre ce soir. Et oui, un 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais reçoit le Barça. Nous sommes avec notre consultant maison Alain Roche. Bonjour Alain. Bonjour à tous, bonjour. Question très simple pour vous, est-ce que les Lyonnais peuvent le faire ? Oui, en tout cas, ils affichent aucun complexe. Ils l'ont fait contre les grosses équipes quand ils sont capables d'élever leur niveau de jeu, d'afficher un énorme esprit de sacrifice et une solidarité de tous les instants. Ils peuvent poser des problèmes à beaucoup. Ce qu'ils ont déjà fait et réalisé à la perfection face à City avec une victoire en Angleterre et un match nul. Et en s'imposant face au PSG en Ligue 1. Donc les Lyonnais aiment les grands matchs, les matchs qui comptent. Seul bémol ce soir, c'est que les Lyonnais, leur maître à jouer, Nabil Fekir, sera absent ce soir pour suspension. Et ben là, c'est à l'ancien défenseur que je m'adresse, Alain Roche. Comment on arrête Messi? Vous avez un truc? Seul, non. À plusieurs, oui. On parlait de solidarité. On tacle pas, mais on l'arrête comment? Non. Et il faudra, voilà, ce que je disais, parler de solidarité, c'est le cas face à Messi. Il faudra s'organiser, faire des prises à 2, à 3, tout en n'oubliant pas non plus qu'il y a d'autres partenaires de Messi qui sont bons. Maintenant, le Barça n'est plus le Barça il y a quelques années. Donc, même si le Barça a objectif de gagner cette Ligue des Champions, il ne faut pas non plus en faire toute une montagne, puisqu'ils sont plutôt pas en difficulté, mais ils ne sont pas à l'aise en ce moment en championnat où ils sont malmenés par certaines équipes. Merci à vous, Alain Roche. Vous êtes le consultant foot d'Europe 1. On retiendra de votre intervention. Pour arrêter Lionel Messi, il faut s'y mettre à plusieurs. Voilà. Le problème, Nico, c'est quand on fait ça, les autres attaquants filent. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça la difficulté. En tout cas, soirée spéciale sur notre antenne, sur Europe 1. Rendez-vous dès 20h pour suivre la rencontre en direct en intégralité avec Lionel Rousseau. Du foot au musée, il n'y a qu'un pas que je vous invite à passer. Une exposition exceptionnelle, la rencontre de 2 artistes, Calder et Picasso. C'est au musée Picasso à Paris. L'Américain et l'Espagnol partagent l'affiche. Diane Chenouda a adoré. 2 maîtres du XXe siècle qui ont commencé à créer dès l'enfance. Chacun joue avec le vide. Calder et ses merveilleux mobiles de couleurs qui flottent dans l'air. Et Picasso avec ses dessins aux lignes épurées. Sandy Rower est le petit-fils de Calder. Calder, c'est une expérience que l'on peut vivre encore aujourd'hui en 2019. Calder pensait que l'on pouvait rester debout devant un de ses mobiles et vivre une expérience personnelle. Ils sont très différents, Calder et Picasso, mais quand on les met ensemble, il se passe quelque chose, c'est extraordinaire. Comme on le découvre aussi avec cette Joséphine Baker en fil de fer de Calder, qui dialogue avec l'acrobate de Picasso. Bernard Picasso est le petit-fils du génie espagnol.
On voit bien la volonté des deux artistes de montrer cette capacité au mouvement, à cette élévation des corps, ou à cette danse, ou au cirque aussi. Néanmoins, Calder fait des œuvres qui sont des Calder et Picasso fait des œuvres qui sont des Picasso. Et Calder est plus que jamais un oiseau face à Picasso. Diane Je retiens cette phrase, Calder fait des œuvres qui sont du Calder et Picasso fait du Picasso. Bravo. On les a rassemblés. On les a rassemblés. Bon, Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. L'exposition ouvre aujourd'hui et cela dure jusqu'au 25 août au musée Picasso.